Voilà, donc Romain, merci d'avoir répondu à notre invitation. Donc, tu es avocat au barreau de Toulouse. Si je ne m'abuse, tu dois avoir aux alentours de 39 ans. Tu gères une étude, un cabinet Métis Avocat depuis maintenant 4-5 ans, je pense. D'accord? Et tu es avocat au barreau de Toulouse, mais aussi au barreau de Paris. Est-ce que dans un premier temps, tu pourrais nous pitcher rapidement ton activité? Oui, alors bonsoir à tous déjà, et j'espère que vous allez tous bien, ainsi que votre entourage. Oui, donc moi je suis dans la profession depuis une quinzaine d'années et je suis avocat associé gérant de Métis Avocat, qui est une société d'avocats interbarreaux, donc Paris-Toulouse. Moi je suis avocat au barreau de Toulouse, mais mon associé Christophe Leguevac, lui, est avocat au barreau de Paris. Et donc, on a fait une structure interbarreau qui nous permet d'agir autant à Paris qu'à Toulouse. Actuellement, là, j'ouvre donc un autre petit cabinet à Saint-Jory, qui devait ouvrir au mois d'avril, mais avec donc la crise sanitaire, on n'a pas pu ouvrir. Et là, on l'ouvre enfin le 8 juin. Donc, le cabinet intervient en particulier dans des dossiers où on a des spécialités un petit peu pointues, en droit bancaire, en droit des affaires en général et en dommages corporels. Mais après, on est assez généraliste puisqu'on a aussi des collaborateurs qui, eux, interviennent de façon plus large sur des dossiers en droit de la famille, en droit pénal ou en droit du travail plus particulièrement. Voilà. Alors, Romain, merci de ce pitch. Je ne sais pas si tu as la possibilité de nous mettre à la caméra pour que tout le monde te voit. Ah, mais je ne suis pas devant la caméra, là? Je ne me vois pas, moi. Donc, je ne sais pas. Est-ce que vous le voyez, vous? Moi, je ne le vois pas. Donc, est-ce que tu peux mettre en marche la caméra, peut-être? Ça ne marche pas pour tout le monde, Dominique. Non. Ça y est, Romain, on te voit. Super. Ah, non. Donc, merci. Alors, on va passer dans la deuxième partie dans la première partie de cette interview. On aimerait que tu nous fasses un peu le bilan. Donc, comment as-tu vécu, toi, professionnellement, bien sûr, cette crise du Covid-19? Alors, j'ai, comme tout le monde, beaucoup appréhendé initialement parce qu'on ne sait pas où c'est qu'on va, mais après, je pense que très vite, comme tous les chefs d'entreprise qu'on est là autour de la table, on est un petit peu habitué à cette situation de stress où on ne sait pas ce qui va se passer le lendemain, donc on a quand même une capacité après à analyser ou à prendre un peu de recul. Donc, j'ai eu et j'ai encore peur de ce qui va se passer parce qu'on ne sait pas, mais je pense aussi qu'avec un peu de recul ou avec un peu de calme, on peut essayer, je pense, de trouver des nouvelles solutions pour travailler. Il y aura de la casse, ça c'est sûr, mais après, voilà, on est bien obligé de faire face. Donc, comme tout chef d'entreprise, j'ai essayé autant que faire se peut de me mettre à l'abri, de profiter de tout et de bénéficier de tous les dispositifs possibles pour alléger la structure. Et je me suis mis en position, non pas d'attente, mais surtout de savoir comment on allait continuer à travailler. Voilà, donc j'ai été occupé dans l'esprit autrement, mais toujours par le stress permanent du chef d'entreprise qui doit s'adapter. Voilà. Pendant le Covid, il y a eu beaucoup de stratégies de communication, de stratégies différentes. Toi, comment tu as fait pour maintenir le lien avec tes clients? Est-ce que tu as changé? Est-ce que tu as mis en place des nouveautés? Voilà. Comment tu as gardé le lien avec tes clients? Alors, le lien, je l'ai gardé essentiellement par la vieille méthode, c'est-à-dire que beaucoup plus par le téléphone que par la visioconférence. Donc, des conférences téléphoniques ou simple un coup de fil bilatéral. Mais c'est quelque chose aussi, ça, sur laquelle ce n'est pas véritablement nouveau parce que le petit cabinet que je suis essaye justement d'avoir une proximité avec les clients. Donc, ils ont besoin, les chefs d'entreprise qu'on conseille, moi, ils ont besoin de m'avoir au téléphone ou qu'on soit disponible. Donc, dans la réalité, ça n'a pas changé grand-chose. Ce qui a changé, c'est dans la pratique de la profession, c'est au niveau des audiences. Ça, sur les audiences, bon voilà, on ne va plus au tribunal. Mais après, sur le client en tant que tel, le chef d'entreprise, il réagit par téléphone rapidement, on n'a pas besoin forcément de se voir. Donc, de ce côté-là, ça n'a pas véritablement changé. Et alors, est-ce que par rapport à ton organisation, est-ce que tu as été obligé, comme nombre de personnes, peut-être de mettre des salariés en chômage technique, ou est-ce que tu as eu des changements dans ton organisation de travail? Oui. Le confinement, bien sûr.
Alors là, complètement, par contre, parce que, alors chômage partiel, nous, on n'a pas eu droit. Les collaborateurs d'avocats, donc ce n'est pas possible. Donc moi, j'ai mis en place le télétravail de suite, hein, dès le premier jour. Ils sont restés travailler chez eux. Et puis, c'est moi qui, une fois par semaine, passais au cabinet, essentiellement le mercredi, pour faire un point sur le courrier. Je scannais le tout pour tout le monde et puis j'envoyais. Après, on a un logiciel avec lequel on peut travailler à distance, donc ça, c'est parfait. Et là, pour le coup, on sait pourquoi on le paie, parce qu'il est hyper efficace. Et la méthode de travail à domicile, ça fonctionne plutôt bien. En tout cas, pour ma part et pour les 2 personnes que j'ai à occuper. Voilà. D'accord. Est-ce que cette période de crise t'a amené de nouveaux clients? Est-ce que, alors que tout le monde était confiné, est-ce qu'il y a eu du nouveau travail, du travail nouveau pour les avocats, des éléments nouveaux? Est-ce que finalement, la crise t'a amené de nouveaux clients? Oui, alors la crise m'a amené des nouveaux clients, et notamment là actuellement où je suis bien occupé par des entreprises qui malheureusement rencontrent des difficultés, mais qui sont des entreprises voilà, qui rayonnent sur le territoire national et qui ont un pied-à-terre à Toulouse. Et donc, oui, ça m'a amené des nouveaux clients. Ça, c'est malheureusement, oui. Après, c'est sûr qu'on préfère les avoir dans d'autres circonstances, mais ça fait aussi partie du travail et de la mission que d'essayer de les accompagner pour sauver l'entreprise. Donc, comme je fais beaucoup de droit des entreprises en difficulté, ça fait partie du job. Donc là, oui, j'ai des nouvelles entreprises, mais j'ai aussi des clients anciens qui continuent à avoir du business, qui continuent à avoir du conseil, qui continuent à faire de la session et qui m'ont aussi occupé pendant cette période de confinement. Et heureusement, donc je suis à peu près content parce que je vois que j'ai eu une baisse d'activité comme beaucoup, mais je pense que ça, voilà, je me plains pas parce que ça a dû être pire ailleurs. Donc, le bilan, tu as souffert comme beaucoup d'entre nous de ce confinement, tu as dû prendre des mesures. Le déconfinement est arrivé, donc là on arrive à la deuxième partie qui est la reprise. Dans quel état d'esprit tu as mis en place cette reprise? Quels sont les éléments de changement ou d'évolution que tu as mis dans ton organisation pour que ton cabinet puisse repartir? Alors, mon état d'esprit, je reste évidemment le plus positif possible, mais ça, je peux le dire qu'au chef d'entreprise, je ne le dis pas à personne avec qui je travaille, mais j'ai peur. Parce que je me demande et je me dis comment ça va se passer. Ce que je ne fais pas, c'est de rester statique. Donc là, par contre, je continue. Je me suis engagé avec l'ouverture de ce nouveau cabinet. J'ai recruté quelqu'un. Je ne peux plus repartir en arrière. Donc là, je vais être obligé, par contre, de modifier ma façon d'aborder la nouvelle clientèle et d'essayer de trouver des trucs un petit peu plus novateurs pour, voilà, et des choses qui soient adaptées à la situation actuelle. Donc, j'ai encore beaucoup de travail à faire et ça me donne encore plus de travail à faire parce qu'on est obligé de s'adapter. Si on n'essaie pas de s'adapter, on risque en tout cas de mourir ou en tout cas peut-être pas brutalement, mais de mourir à petit feu. Donc, voilà. Le problème de ce confinement, donc effectivement, ça nous pousse tous à nous poser des questions, sur nos clients, à nous poser des questions sur notre offre. D'accord? Donc toi aussi, tu t'es posé des questions par rapport à ça. Qu'est-ce que tu as, quels sont déjà les changements, quels sont les éléments que tu as déjà mis en œuvre par rapport à ça? Alors, ça, moi, j'ai commencé à mettre en œuvre, alors pas directement, mais essentiellement avec mon associé, parce que je ne suis pas seul dans cette société. On a mis en place depuis déjà quelques années, et aujourd'hui, ça prend une ampleur pas possible, c'est les actions collectives. Et on le voit encore aujourd'hui dans le Covid avec tous les ratés, tous les problèmes qu'il peut y avoir où des personnes se retrouvent confrontées à des difficultés sur lesquelles elles n'ont aucun interlocuteur, elles sont face au mur. J'ai encore là des appels de personnes qui se sont retrouvées avec des personnes maltraitées en EHPAD ou des difficultés épouvantables avec cette période de Covid. Donc, on a mis des outils novateurs il y a quelques temps, mais qui prennent toute leur ampleur aujourd'hui. La plateforme d'action collective qu'on a mis en œuvre aujourd'hui, elle représente sur certaines actions plusieurs milliers de personnes. Et ça fonctionne du tonnerre. On a mis une action collective pour les chefs d'entreprise. Alors, elle était gratuite parce qu'elle était symbolique, mais pour faire une action contre les sociétés
du CAC 40 pour qu'on ait véritablement une interdiction de distribution des dividendes et pour qu'on ait un pot commun auquel participent également ces sociétés qui distribuent des millions de dividendes, alors que nous sommes dans des périodes de crise où tout le monde doit faire des efforts. Et symboliquement, même si ce n'est pas quelque chose qui rapporte directement des dossiers payants, ça donne une visibilité, ça donne une éthique au cabinet qui me permet aussi après de récolter tout un tas de dossiers qui arrivent, qui viennent de près ou de loin, parce qu'on a vu le cabinet ou parce qu'on le connaît pour telle ou telle action. Donc on adhère à un état d'esprit ou pas. Et c'est un petit peu ce que j'ai la chance de pouvoir faire avec mon cabinet et que j'ai la chance de pouvoir faire parce que je suis avec mon associé Christophe Leguevac. Voilà. Donc c'est pour ça que ce que je dirais aux chefs d'entreprise, c'est qu'il faut absolument s'adapter et essayer, alors on n'a pas besoin de toujours de faire la révolution totale, mais dans toutes les périodes de crise, on a nécessairement besoin au bout d'un moment de lâcher les prérequis et d'essayer de repartir sur des choses un petit peu nouvelles. Voilà, donc c'est ce qu'on a essayé de faire et qu'on continue à faire. Et alors dans ton travail, là tu nous as parlé d'engorgement des tribunaux. Nous, on a peut-être des procédures qui sont lancées, on nous parle de retard, on nous parle de possibilités de jugement dans des jours, dans des semaines, dans des mois. Qu'en est-il vraiment? Comment tu peux nous présenter la situation actuelle des tribunaux par rapport aux affaires déjà en cours? Alors, celle-là, je ne vous cacherai pas, je n'irai pas par quatre chemins, c'est terrifiant et épouvantable pour le justiciable. J'ai des dossiers là actuellement qui étaient fixés depuis 2 ans, ça faisait plus de 2 ans qu'on attendait qu'ils étaient fixés, qui sont renvoyés à septembre 2022. 22, parce qu'on n'a pas pu passer pendant le Covid, parce que ce sont des dossiers qui sont considérés comme moins importants. En revanche, j'étais encore hier à Paris pour plaider un dossier, alors qu'il y a des audiences maintenant qui sont sans plaidoirie et sans avocat, pour des dossiers importants sur lesquels on maintient les plaidoiries. Je serai demain à Poitiers parce qu'on maintient la plaidoirie. Donc, c'est très variable en fonction des intérêts des dossiers, mais la plupart du temps, pour le justiciable lambda et pour des dossiers tout venants, que ce soit des sociétés en procédure collective, des recouvrements pour impayés ou des choses comme ça, ou des prud'hommes, du tout venant, c'est épouvantable. Et c'est des délais qui sont terrifiants. Donc, la meilleure des choses à faire, c'est toujours d'essayer de sortir du contentieux et de trouver une manière différente de le régler. Et c'est la seule solution actuellement. C'était déjà la seule solution il y a quelques mois, mais ça l'est encore plus aujourd'hui. C'est de sortir des procédures contentieuses quand c'est possible. C'est pas toujours le cas, mais pour essayer de se débrouiller autrement parce que c'est catastrophique. Catastrophique. Aujourd'hui, la problématique, c'est la trésorerie. Donc, les entreprises auraient tendance à garder la trésorerie pour eux, et c'est-à-dire à ne pas payer les fournisseurs. Donc, aujourd'hui, nous, on est beaucoup d'indépendants. On est beaucoup d'indépendants qui intervenons dans des entreprises, et ces entreprises vont peut-être faire le choix de payer d'autres fournisseurs que nous. Donc, très rapidement, qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui? Et est-ce que vraiment tu as senti qu'il y avait un nombre d'impayés et de gens qui se plaignaient de ce nombre d'impayés? Alors, pas véritablement. On ne peut pas parler d'impayés. À ce stade, ce qu'on rencontre un petit peu, c'est certaines difficultés ou rétentions à payer la totalité des factures, en disant, voilà, on fait attention, on a encore quelques délais, on tire sur la corde. La plupart des entreprises, en tout cas moi que je côtoie, je ne sais pas non plus, c'est pas ce qui revient le plus. Et au contraire, elles essaient tous de faire l'effort, moi je facture des entreprises, de faire l'effort de payer quand même à l'échéance et de comprendre que si tout le monde joue le jeu, on y arrivera peut-être. Maintenant qu'elles lèvent le pied sur certains investissements ou sur certains paiements futurs ou qu'elles commencent à prévoir, ça oui, là je suis en train de préparer avec certaines entreprises qui vont se sentir en difficulté, voilà, des plans pour pouvoir payer de façon échelonnée ou trouver des façons de fonctionner sans qu'on nous bloque soit les fournitures, soit ensuite les prestations. Ce qui est intéressant, là on va finir la partie reprise. Donc juste par rapport à un petit conseil à court terme, à aujourd'hui, toi, tu es avocat, qu'est-ce que tu conseillerais à l'ensemble des gens qui nous écoutent là? Ils ont une problématique,
juridiques, qu'est-ce qu'ils font? Ils font quelque chose, ils font rien, parce que de toute façon, les tribunaux sont engorgés. Comment faut-il réagir? Voilà. À court terme, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, la problématique, alors j'irai toujours vous dire d'aller voir un avocat, mais ça, c'est comme si vous me dites j'ai mal aux dents, qu'est-ce qui se passe? Bon, il faut aller voir un dentiste. Le juridique, c'est voilà, c'est comme il y en a, le comptable, il fait les chiffres, hein, l'avocat, il fait les lettres. Si vous avez une difficulté, il faut aller voir un avocat. La difficulté, c'est pas forcément l'honoraire. L'honoraire, il se négocie, c'est de trouver l'avocat qui correspond à la société. Mais il ne faut pas se priver d'aller voir un avocat, et ce n'est pas parce qu'on va voir l'avocat qu'on part au contentieux. Il y a tout un tas de... Moi, je suis médiateur par ailleurs, je fais de la procédure collaborative. Il y a beaucoup d'avocats et maintenant qui se tournent vers ces moyens de règlement des litiges, et ça fonctionne. Donc, voilà, les problématiques en tout état de cause, il faut les régler, parce qu'en principe, et souvent, quand on les sent venir, c'est là qu'il faut aller voir l'avocat. Il ne faut pas attendre de les avoir devant la porte, parce que ça, par contre, c'est toujours plus difficile d'intervenir. Voilà, ça c'est le premier conseil. Mais le deuxième conseil, de façon générale, et on en parlait tout à l'heure, c'est le point, je pense, le plus important, c'est la trésorerie de l'entreprise. Et il y a quelque chose d'hyper important, et ce que je remarque en tout cas dans cette période de crise, où j'ai encore une société coopérative qui est venue me voir il y a quelques jours pour faire un plan de reprise, on va les accompagner sur 6 mois, et qui ont une trésorerie de guerre, c'est ce qui permet, dans tout, alors tout le monde le sait, mais on ne le dit pas assez, c'est ce qui permet dans tous les cas, de passer les périodes difficiles. Ça ne veut pas dire de la trésorerie de pouvoir la dépenser, mais c'est une sécurité psychologique pour l'entreprise, pour les salariés, pour le chef d'entreprise. C'est une sécurité aussi pour la banque, pour les fournisseurs, pour les investisseurs. C'est voilà. Et la leçon aussi qu'il faudra retenir de tout ça, c'est qu'une trésorerie en bonne santé, ça permet en tout cas de passer des périodes de crise comme celle-là où on est à quelques mois. Bon, on va encore souffrir, mais quand on voit aujourd'hui que des enseignes qui sont milliardaires aux États-Unis vous font faillite parce que pendant 2 mois, elles n'arrivent plus à travailler, vous vous dites, mais comment elles font? Nous, petites entreprises, on arrive, et en arrivant, on peut encore y arriver, et beaucoup de nos entreprises serrent un peu les dents, mais vont passer le cap, et des boîtes pareilles n'y arrivent pas. C'est bien que la raison doit l'emporter, et la raison, c'est souvent les chefs d'entreprise de petite envergure, hein, qui l'ont, plutôt que ceux du CAC 40. Mais bon, voilà. Et ça, il faut le garder à l'esprit, c'est vraiment souvent le secret et la clé, c'est la trésorerie. Donc, pour résumer, il y a une problématique, il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas la mettre sous le traversin, il faut s'en occuper. Et pour s'en occuper, il ne faut pas avoir peur de se faire aider. Donc, ce qui est important, c'est la trésorerie. Donc, faites-vous payer. Il faut que les gens qui vous doivent de l'argent vous payent pour que vous puissiez arriver à passer ce cap difficile. On va passer maintenant à la troisième partie, oui, qui est ce que j'appelle le rebond. Donc, le rebond, c'est plutôt une vision à long terme. On va dire que le Covid va finir, que l'économie va peut-être se reconstruire. Donc, toi, en tant qu'avocat, ta vision sur le plus long terme, c'est quoi? Alors, je pense que nécessairement, si la situation perdure ou si on a des nouvelles façons de devoir fonctionner, nécessairement, on va devoir passer par une période d'adaptation qui est déjà en cours depuis plusieurs années, mais qui va s'accélérer. On l'a vu avec toutes ces nouvelles entreprises comme Uber, Airbnb, toutes ces nouvelles façons de consommer, de faire de la prestation. On verra peut-être demain des restaurants nouvelle génération. Alors, c'est peut-être pas rigolo, mais on aura peut-être des restaurants qui seront transformés en simple cuisine. Hein, et au lieu de louer un fonds de commerce entier avec une salle de restauration, vous aurez que des cuisines parce que la vente en entier va prendre un essor pas possible. Vous aurez tout un tas de sociétés, de grosses sociétés qui faisaient par exemple de la machinerie, où on investissait beaucoup, où la location va pouvoir peut-être se développer beaucoup plus qu'elle se fait encore maintenant. La force de nos petites sociétés, ça sera de s'adapter et de ne pas avoir peur de laisser le passé derrière soi et de ne pas regarder le passé. C'est souvent les difficultés et c'est souvent ce qui cristallise les tensions et ce qui fait qu'il y a beaucoup de contentieux. On essaie toujours de regarder et de régler le passé, alors qu'une entreprise doit regarder l'avenir. Et c'est ce qu'on doit faire dans un litige avec de la médiation, de la participation collaborative, ce que vous voulez pour dire à l'entrepreneur, on s'en fout du passé, c'est terminé, on fait une croix dessus. Ce n'est pas toujours possible, mais la plupart du temps, oui, et on règle l'avenir. Et c'est ce qu'on va devoir faire. Donc, beaucoup d'entre nous seront obligés d'adapter leur façon de fonctionner. Et ça va passer notamment par le télétravail qui va devoir être
adapté, où vous allez voir qu'il va y avoir très certainement une petite révolution de ce côté-là. Et pour finir, toi, dans ton étude, dans ton métier d'avocat, qu'est-ce que tu penses quelles seront les évolutions, quels seront ces changements dans ton métier? Alors, par rapport à la crise sanitaire en tant que telle, il va y avoir très certainement, et comme tout le monde, des évolutions dans la façon de fonctionner. Je pense que chez les avocats, c'est pas là où ça va être le plus difficile parce qu'ils ont déjà un petit peu cette pratique de travail un peu libre. L'avocat, il travaille de chez lui, dans le salon d'un hôtel, dans un train ou dans un avion. C'est pas véritablement la difficulté. Maintenant, on va avoir peut-être des contentieux différents ou du conseil un petit peu différent. Là, comme je disais, on s'est fait contacter là, voilà, par une société qui a décidé de prendre les devants, encore une fois, et de dire, voilà, là, on sent le vent tourner, il faut prendre des mesures importantes, on ne va pas mettre tout le monde dehors, mais on doit restructurer, tailler, tac, tac, et se remettre, se remodeler pour être dans l'air du temps. Voilà, et peut-être que les avocats devront le faire à titre particulier, mais elles devront surtout s'adapter dans leur façon de conseiller pour s'adapter à ce type de problématique. Voilà. Donc, si je résume un peu, ce que tu vois pour l'avenir, le long terme, c'est, j'ai noté 3 mots, se remodeler, se renouveler, s'adapter. Donc, je pense que le message il est clair, il est pour ta profession, mais je pense qu'il est pour toutes nos professions. C'est que si on veut revenir en arrière et recréer le mois de février, mars 2020, on a de fortes chances d'aller dans le mur. Et donc, je pense que c'est le moment aujourd'hui d'avoir la réflexion pour aller de l'avant, essayer de se renouveler. C'est d'ailleurs ce qu'on va essayer de faire avec le club des dirigeants de Fenouillet. Écoute, merci beaucoup de cet échange. Je vais te laisser la conclusion. Le juridique, c'est quelque chose qui fait toujours peur à l'ensemble des gens peut-être qui sont présents ici. On a toujours peur d'aller voir un avocat, on a peur qu'il nous plume. Donc, on n'a pas peur que nos clients nous plument, mais on a peur que l'avocat nous plume. Voilà. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire en conclusion pour nous aider? Parce que ce qu'on a besoin, si on a besoin d'un avocat, c'est parce qu'on est en détresse. Quand on est en détresse, souvent, on ne fait pas les bons choix. Et on va voir l'avocat quand on n'est pas au pied du mur, mais on a commencé à embrasser le mur. Donc, vas-y. Donc, je te laisse la conclusion et après, on enchaînera sur l'évolution du club des dirigeants de Fenouillet. La plupart du temps… Et les questions, oui, t'inquiète pas. Voilà, la plupart du temps, pousser la porte de l'avocat, on ressort sans avoir payé. La plupart du temps, moi, les personnes que je reçois pour la première fois, évidemment, je ne leur demande pas un chèque. On essaie de se connaître et de prendre un peu la température et de savoir de quoi on va parler. On a 1 heure, 2 heures pour faire ça, et c'est la plupart du temps comme ça. Si un chef d'entreprise rencontre une difficulté, il faut qu'il arrive, comme je dis, à trouver l'avocat adapté. Aujourd'hui, il y a plein avec les réseaux, il y a plein de manières d'essayer de trouver son avocat. Ce que je dis souvent, c'est que, et j'ai pas peur de le dire, même si ça fera grincer les dents de certains de mes confrères, c'est qu'il faut faire comme dans le commerce. C'est-à-dire qu'il faut dire aujourd'hui, bon, ben, les carottes, elles sont à tel prix ici, je vais voir à quel prix elles sont là-bas. Hein, bon, il ne faut pas avoir peur de le faire. Et la plupart du temps, au premier rendez-vous, même si ça a l'air de coller, c'est ce que je dis. Je dis, ben, ne vous privez pas d'aller voir ailleurs. Prenez un deuxième avis. D'accord? Donc, quand on va chez l'avocat, on n'est pas pieds et poings liés. Donc voilà, maintenant, et comme je dis, l'honoraire se négocie, donc on n'envoie jamais, on ne fait jamais signer une convention d'honoraire à la sortie du rendez-vous, on l'envoie chez le client, il a tout le temps de pouvoir en parler avec sa famille, son entourage, et négocier son honoraire. La plupart du temps, croyez-moi, on n'est pas là pour plumer le client, on est là pour le fidéliser, pour rendre un service et de faire en sorte qu'il soit content de nous et qu'il nous recommande. Donc, n'ayez pas peur de pousser la porte d'un avocat. Et si ça vous paraît trop cher, ben, faites votre petit marché et je suis persuadé que vous trouverez l'avocat adapté et qu'il vous faut. Voilà. Ok. Merci Romain. Merci pour ce petit échange. Donc, pour l'ensemble des personnes, si ça vous a plu, c'est quelque chose que l'on va mettre en place pour toutes ces visios dites collectives. Je vais peut-être passer la parole à Stéphanie. Stéphanie, donc tu devais visualiser un peu le chat et peut-être donner la parole à certaines personnes que tu as notées qui peuvent poser des questions à Romain. Oui, bonsoir à tous. Donc, effectivement, je remercie les personnes qui ont posé des questions. Je vais les poser par ordre. Alors, Romain a répondu à pas mal de questions. Je les pose quand même et puis on passe vite.
Romain, combien avez-vous de salariés? Quelles mesures ont été prises? Télétravail, chômage partiel. Donc, j'ai bien répondu à ces questions. Oui. Combien de salariés, peut-être? Alors, au total, on est 5. On est 5 avec 4 personnes qui sont salariées directement du cabinet. Et ces mesures de télétravail, oui, pour tout le monde. J'ai simplement une collaboratrice là qui avait besoin de revenir au cabinet. Donc, on lui a aménagé son bureau pour qu'elle soit bien toute seule, libre, avec tout ce qu'il faut, la solution hydroalcoolique et compagnie. Mais voilà, on a privilégié le télétravail. Je le fais encore. J'ai un autre collaborateur qui est jeune papa. Il se régale, il travaille super bien, il vient faire ses dossiers, il prend ses dossiers une fois par semaine, il repart. Ça marche du tonnerre, en tout cas, dans mon entreprise. Et vous avez opté pour du chômage partiel ou Alors, on a essayé, surtout, enfin, voilà, mais de toute façon, il n'y avait pas droit. Donc, ça a été vite réglé. Moi, la seule solution que j'avais, c'était de continuer à fournir du travail à tout le monde. Donc, voilà, ça n'a pas trop mal marché. Mais voilà, non, j'ai pas pu recourir au chômage partiel et je n'ai pas non plus diminué ni le temps de travail, ni la rémunération. Pour l'instant, il n'y a que mon associé et moi qui se sont serrés un petit peu la ceinture. Mais sinon, eux, non, tout est bon. D'accord. Après, bon, là, vous avez répondu. Qu'en est-il du retard pris par les tribunaux? Donc ça, vous l'avez évoqué. Je ne sais pas si oui, alors pour les rajouter quelque tribunaux, chose. il y a différentes choses. Hein. Pour tout ce qui est le droit des sociétés, pour tout ce qui est la tenue des assemblées générales, que vous pouvez avoir tout ça, là, il y a des reports automatiques. Donc, il ne faut pas s'affoler. Sur tout ce qui est le contrôle fiscal, sur les délais fiscaux, il y a énormément de délais qui ont été accordés et qui courent toujours. D'accord. Après, je ne peux pas aller dans le détail, mais c'est comme ça. Maintenant, sur des procédures droit commun avec le voisin, avec le salarié, avec la femme et l'ex-femme ou les enfants, ces choses-là, par contre, les tribunaux commencent à replacer les affaires, mais comme je vous dis, c'est très long et ça prend du temps. D'accord. Après, le contexte de reprise lié au Covid ne verra-t-il pas émerger un risque au regard de la responsabilité du dirigeant d'entreprise vis-à-vis de ses salariés, ses clients, exposition au risque sanitaire, respect des protocoles barrières, etc. Évidemment, ça, il est clair que, alors ça a commencé, hein, je ne sais pas si vous avez vu, enfin, on a entendu un petit peu parler dans la presse avec Amazon et la condamnation très importante en référé il y a quelques semaines, mais évidemment, il va y avoir des difficultés, toujours pareil, avec certaines entreprises qui vont se retrouver devant les tribunaux. Hein, on verra, pour l'instant, c'est trop frais pour qu'on puisse connaître véritablement le contentieux. On connaît le contentieux comme ça, je vous dis avec Amazon parce que ça a été très médiatisé, mais très certainement on va trouver des difficultés. On commence nous déjà à nous interroger, par exemple dans le milieu médical. Là, on m'a posé la question pour une infirmière. Là, elle m'a posé la question par internet de savoir si elle pouvait refuser un éventuel vaccin qui pourrait être mis au point pour le Covid. Parce que vous savez qu'il y a toujours des gens qui sont anti-vaccins. Voilà. Il va y avoir automatiquement des situations comme ça qui vont poser des difficultés. Ça, c'est clair. Ensuite, les impayés ont-ils augmenté chez vos clients et envisagez-vous d'agir différemment pour les recouvrements? Alors non, moi j'ai pas d'impayés, non, dû au Covid en tout cas, j'en ai pas. Après, comme toute entreprise, on a des petites choses, des fois, soit on passe dessus parce que bon, on se dit que, soit on fait un contentieux, mais non, après, j'ai pas d'impayés particuliers. J'ai certaines entreprises qui m'ont demandé quelques délais, ou même des particuliers qui payent de façon échelonnée et qui m'ont dit, vous pouvez encaisser le chèque de ce mois-ci plus tard. Bon, là, évidemment, on fait toujours un effort, hein, donc on serre la ceinture, tout le monde doit faire un effort. Mais non, après, j'ai pas. Je pense que Stéphanie te demandait aussi, au niveau de tes clients à toi, est-ce qu'il y avait un nombre d'impayés qui avait augmenté? Non, pas véritablement. La seule chose que j'ai eue, j'en ai eu 2, ce sont des clients que j'ai qui sont bailleurs et qui rouspétaient parce que le loyer de leur locataire restaurateur n'était plus payé. Voilà. Donc là, on s'est un petit peu fâchés parce que bon, je leur ai dit, écoutez, je ne vois pas les plaider un truc comme ça, hein, et puis de toute façon, il y aura des mesures qui seront prises là-dessus. Et évidemment qu'on doit tous se serrer la ceinture. Donc, j'en ai réussi à en convaincre un de faire un courrier pour y renoncer totalement. L'autre, pour l'instant, il fait que les reporter. Mais voilà, non, mais là, voilà, non. Mais après, non, j'ai pas véritablement de plainte de ce côté-là pour l'instant. Pour l'instant. Ouais. Ok. Après, bon, il y a Une ou deux questions encore, Stéphanie? Oui. Est-ce que ça risque pas de faire émerger des manœuvres dilatoires?
Alors, elles sont quand même, si, ça le fera. Là, mais ça va faire, tout ça c'est limité parce qu'il y a quand même une ordonnance qui a été prise. Ça limite à la période postérieure à 1 mois, je crois, après la fin de la crise sanitaire. Pour l'instant, on n'y est pas encore, hein, puisque ça a été prorogé. Donc, c'est encadré. C'est juste comme une suspension un petit peu de tous ces délais-là. Mais évidemment que là, et actuellement, certains en profitent. Certains profitent. Là, j'ai des problèmes, par exemple, de locataires impayés où on était dans les procédures d'expulsion, toutes ces choses-là. Évidemment, là, on ne peut plus rien faire. D'accord? Donc, c'est comme ça, mais c'est toujours pareil, au bénéfice un petit peu de tout le monde aussi, et puis au détriment aussi de tout le monde. C'est ce que j'essaie d'expliquer pour expliquer pourquoi ces règles sont prises, hein, parce que nous, les avocats, on fait qu'appliquer les règles ou les expliquer. Mais voilà, pour qu'on les comprenne. Mais ça va, effectivement, il y aura un petit peu de manœuvre dilatoire là-dedans, hein, c'est clairement. Et ça va être d'ailleurs difficile pour le juge d'essayer de concilier, et voilà, ça sera, mais bon, ça sera un contentieux de plus. Quels sont vos conseils pour trouver le bon avocat par rapport à sa problématique? Alors, moi, mes conseils, c'est vous faites comme si vous alliez voir le médecin ou le curé. C'est que si vous ne le sentez pas, le bonhomme, vous n'y allez pas. Il faut qu'il y ait un contact. C'est pas plus compliqué que ça. On peut toujours se tromper. Mais le plus important, c'est de dire, bon, celui-là, je lui fais confiance ou pas. Parce que l'avocat, il n'a qu'une obligation de moyens. Il ne peut pas garantir le résultat, ce n'est pas possible. Mais il fera toujours son maximum. Mais il faut que vous le sentiez. Si vous ne sentez pas, s'il le prend à la légère, voilà, il faut comprendre comment il calcule son honoraire. Tout ça, il faut être en confiance. En lui dire, mais je ne comprends pas pourquoi je paye si peu cher. Ou je ne comprends pas pourquoi je paye si cher. Voilà, et il faut le sentir. Et quelqu'un qui ne vous parlera pas normalement ou qui essaie d'eux, c'est pas la peine. Il faut le sentir, voilà. Et vous ferez pareil avec un médecin. Et comme je dis, pas prendre le premier venu. Si vous ne le sentez pas, vous allez en voir un autre. Ce n'est pas plus compliqué. Juste répondre rapidement, parce qu'il y a quand même 2 questions intéressantes. Est-ce que vous faites du conseil d'entreprise sous forme de forfait annuel? Oui, on le fait. Ce n'est pas la meilleure solution, parce que à la pratique, ça fait 15 ans que j'en fais du conseil en entreprise. Ce n'est pas la meilleure solution. Il y a des autres trucs plus adaptés, mais on peut le faire. Dans certains cas, ça peut être adapté. D'accord. La dernière question, qu'en est-il du droit des retraits des salariés? Pardon? Je n'ai pas compris. Qu'en est-il du droit de retrait des salariés? Alors, le droit de retrait des salariés, il va être beaucoup plus limité. Autant sur le début de la crise, ça pouvait effectivement être légitime, mais là, aujourd'hui, ça va être plus compliqué. On est interrogé justement aussi sur ces points-là par certains. Voilà, mais bon, ça va être propre aussi à chaque profession, mais par exemple, pour les professeurs, là, il y a certains aussi qui voudraient mettre en œuvre le droit de retrait. Non, là, c'est plus possible et ça sera certainement considéré comme une faute. Les questions sont terminées, merci. Ok, merci beaucoup Stéphanie. Encore merci Romain. Merci, avec plaisir. Voilà, de toute façon, pour toute autre demande spécifique, Romain fait partie du club. N'hésitez pas à le contacter. Je pense qu'il a un contact assez franc vis-à-vis de sa profession et vis-à-vis de ce qu'il peut apporter à votre entreprise ou à vous-même.